On va se tourner vers les médecins. Vous venez d'entendre la colère et évidemment, même si parfois le mot dépasse la pensée, elle est légitime. Les restaurateurs, ils ont déjà eu 3 mois d'inactivité. Ils ont réussi à rattraper un petit peu les choses cet été. Et là, bim, deuxième vague à Marseille. Fermeture totale des restaurants et des bars. Alors, professeur Toussaint, d'abord, est-ce que c'est une bonne mesure? Et est-ce qu'on a le moindre chiffre de contamination dans les restaurants ou pas? On a un chiffre hier de décès. Un décès à Marseille. Un décès à Marseille. Un décès. D'accord. Donc l'ensemble de l'agglomération est reconfinée, ou du moins soumise à ces mesures. C'est disproportionné? Nous sommes dans une phase dans laquelle nous avons connu 43 décès en France hier. On nous annonçait à nouveau une croissance exponentielle. Vendredi, on était à 123 pour les chiffres officiels de Santé publique France. 123 décès vendredi. Mardi, nous étions à 78. Hier, nous étions à 43. Il faut m'expliquer comment une exponentielle décroissante peut justifier les mesures qui ont été prises hier, qui sont des mesures, et je comprends la colère de cette personne, qui sont des mesures qui sont fondées sur des bases scientifiques arbitraires. Nous sommes donc dans un domaine sur lequel nous n'avons pas, pour l'instant, les bases scientifiques permettant d'aboutir à ce type de décision. Très, très lourd ce que vous dites, on va y revenir dans un instant. Professeur Megarbarn, est-ce que vous êtes du même avis que votre confrère? Alors j'ai un avis un peu différent, même si j'apprécie beaucoup professeur Toussaint. Donc on va dire effectivement il y a peu de morts, mais parce que l'hôpital public fonctionne encore parfaitement et permet de sauver toutes les personnes malades. Il y a en fait 2 chiffres inquiétants. Le premier, c'est que le virus circule de façon accélérée et malheureusement aujourd'hui à Marseille, c'est le lieu où il circule de façon la plus importante. Mais on le voit comment, par quel chiffre? Alors c'est vrai que ça stagne un tout petit peu depuis quelques jours, mais c'est élevé, donc on estime à plus de 210 000 nouveaux cas de contamination. 210 pour 100 000. Pardon, 210 pour 100 000, le taux d'incidence des nouveaux cas de contamination. Ce taux d'incidence, on le voit à l'issue des tests, c'est ça, hein? Exactement, à l'issue des tests. Alors, on fait à tour de bras à Marseille. On va dire, à la limite, ce chiffre est un chiffre un peu précoce. On pourrait dire, oui, mais il y a des contaminations, mais il n'y a pas de conséquences en termes de morbidité. D'où le deuxième chiffre qui, lui, est beaucoup plus inquiétant, c'est le taux de saturation des lits de réanimation. Nous ne sommes pas encore en plein hiver, donc les pathologies hivernales vont arriver. Et dès à présent, les lits qui avaient été destinés à prendre en charge les patients pour le Covid sont déjà saturés. Vous parlez de Marseille? Déborde. Oui, à Marseille. On déborde. Donc on est dans une situation où, effectivement, il y a une menace directe sur la prise en charge des patients qui pourraient venir à l'hôpital dans des situations graves pour d'autres pathologies en raison du nombre croissant de patients victimes de Covid-19 graves. Et ce, pour des semaines. C'est ça le problème. Ce n'est pas un patient qui rentre pour 2-3 jours en réanimation. Il rentre pour 1 à 2 mois de réanimation sans pouvoir en sortir. Et donc, effectivement, il fallait prendre des mesures, car on voyait les chiffres monter en flèche. Même si je suis d'accord avec Jean-François, ça n'est pas la même situation que lors du premier pic épidémique, mais quand même les chiffres évoluent dans le même sens. Il fallait prendre des décisions. En tout cas, le statu quo ne permettrait pas de répondre à la situation épidémiologique actuelle. On entendra le docteur Parola dans un instant, qui est le bras droit du professeur Raoult, qui ne dit pas la même chose que vous, qui dit qu'il y a encore des lits d'hospitalisation et de réanimation à l'IHU de Marseille. Donc ça, c'est une réalité. Professeur Toussaint, on se base sur des estimations pour fermer les restaurants? Effectivement, l'autre point sur lequel on voit, puisqu'on a été demandé également à nos collègues marseillais de savoir un petit peu quels étaient les éléments, c'est pour ça qu'on se posait cette question ensemble tout à l'heure, qui amènent les patients en réanimation et qui nécessitent des soins actuellement qui ont été améliorés par rapport à la prise en charge de mars, mais qui font rentrer des patients qui sont à la fois des patients porteurs d'un symptôme et d'une maladie sévère Covid, mais aussi des patients qui sont hospitalisés pour d'autres causes. Je pense à des leucémies, je pense à des chocs septiques, je pense à des insuffisances cardiaques. Il y a un certain nombre de patients qui ont été intégrés dans les réanimations marseillaises ce week-end et qui se retrouvent porteurs du coronavirus par un test PCR qui vient en distinguer avec un grand nombre de cycles d'amplification des patients qui, comme pour le reste des Français, finalement, se trouvent porteurs d'un virus qui circule de plus en plus, on l'a bien vu sur l'ensemble des cycles cet été, et qui vont donc être comptabilisés parmi les patients hospitalisés Covid ou patients en réanimation Covid, alors qu'ils sont porteurs d'une pathologie associée.
Toute la difficulté vient de là aussi, sur la difficulté diagnostique. Ça ne semble pas être le cas sur ce que tu reçois à la Riboisière, mais ce sont des points sur lesquels, jusqu'au décès même, actuellement, un tiers des diagnostics posés pose question des comorbidités et de la cause première de l'hospitalisation, de la réanimation et du décès. Professeur Megabar. Alors, je diverge aussi avec Jean-François sur ce point-là. Effectivement, les patients, en tout cas, moi, je ne connais pas les patients exactement à Marseille. Donc, je ne peux que répondre en fonction de ce que je vois de mes yeux à l'hôpital Lariboisière. Donc, ce sont des patients qui sont admis pour des pneumonies causées par le coronavirus. Certes, ce sont des patients qui ont des comorbidités, ils sont hypertendus, ils ont une petite surcharge pondérale, mais c'était des patients qui, 5 jours avant, marchaient dans la rue, allaient travailler pour certains, donc n'avaient aucun problème de santé. Et l'infection par le coronavirus les a précipités vers une insuffisance respiratoire aiguë qui les a conduits en réanimation et désormais, pour la moitié d'entre eux, les a conduits à la ventilation artificielle. Donc je dis oui, il y a une morbidité directement liée au coronavirus et celle-ci est aussi grave que lors du premier pic épidémique, même si la prise en charge s'est améliorée. Malheureusement, le taux de décès parmi ces patients gravement infectés restera encore élevé. Ça n'a pas changé, mais c'est ceux-là sur lesquels doivent se concentrer les tests diagnostiques. C'est ces patients-là qui sont les patients les plus sévères. Or, ce que l'on voit actuellement, c'est que la stratégie a amené des quantités de gens asymptomatiques, des gens parfaitement sains, des gens qui sont porteurs de fragments viraux, voire des patients qui ont guéri et qui donc montrent les stigmates de leur capacité à se défendre et qui sont pour autant isolés, comme l'a été le ministre de l'économie, le Premier ministre, Benoît Paire pour les matchs de tennis et Kylian Mbappé. On se retrouve dans des situations dans lesquelles cet engorgement du diagnostic est extraordinairement délétère par rapport à ce qu'il est nécessaire de suivre actuellement par rapport aux vrais patients. Bon, c'est un débat extrêmement intéressant. Encore un tout petit mot, après je passerai la parole à Karim et Amine qui sont sur le plateau. Sur certains aspects de ce que dit Jean-François, je suis d'accord. Effectivement, on va dire, le fait d'être testé positif au coronavirus n'implique pas obligatoirement d'être contaminant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore faire la différence stricte entre ceux qui sont positifs et non contagieux et ceux qui sont positifs et extrêmement contagieux. Par contre, le fait d'être dépisté on peut positif... le faire quand même par le nombre de cycles d'amplification de la PCR. Mais on va dire, le fait il faudrait l'annoncer, il faudrait pouvoir le publier. Alors, mais même si je ne connais pas le seuil exact de CT à partir duquel on est contagieux. Par contre, le fait d'être dépisté positif, si c'est pour la première fois et qu'on est, on va dire, dans les 7 jours d'une probable contamination au contact ou de l'apparition des symptômes, on est contagieux. On a été récemment infecté par le coronavirus, donc on est contagieux. D'accord. Allez, professeur Toussaint, là, sur cette question-là, effectivement, de la concertation. Très clairement, c'est plus sur le fondement scientifique. La concertation est un élément majeur. Manifestement, elle n'a pas été présente suffisamment, en tout cas, pour arriver à ce que l'on voit ce matin, c'est-à-dire la révolte des élus marseillais. Et on peut les comprendre compte tenu de la situation que nous décrira tout à l'heure notre confrère de Marseille. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'on assiste effectivement à la mort sociale, à la mort économique, à la mort culturelle d'un grand nombre de domaines d'activité, alors qu'on n'en a pas fait le bilan complet de ce qu'a été le confinement général de la France, de l'Europe, à quelques exceptions près, et du monde entier, puisque la moitié de l'humanité quasiment s'est retrouvée confinée. Si on fait l'ensemble de ce bilan-là, y compris les 140 millions d'enfants qui sont passés sous le seuil de pauvreté, y compris les personnes qui n'ont pas été en capacité de recevoir les soins, les apports nutritionnels sur l'ensemble de la planète. Si l'on regarde maintenant la totalité de ces effets délétères du confinement, et pas seulement l'effet sanitaire qui était attendu et qui n'est pas encore prouvé. C'est-à-dire que les hypothèses, les simulations et les algorithmes qui ont été utilisés, en particulier par Neil Ferguson et l'équipe de l'Imperial College, n'ont été suivis de publications que sur les mêmes hypothèses, pas par la réalité. Donc si on n'a pas fait le bilan complet de ce confinement et qu'on repart au confinement, on va faire une erreur majeure que l'on va répéter une deuxième fois et on va aboutir non pas à la prise en charge de l'ensemble des patients, ce qu'on espère pouvoir faire, mais au recul, c'est-à-dire les 5% annoncés de mortalité supplémentaire par le cancer, équipe de l'IGR qui publie cela la semaine dernière. Donc on voit bien là que sur l'ensemble des grandes pathologies, je rappelle qu'il y a eu hier 1600 décès en France, 400 de cancers, 400 de maladies cardiovasculaires, de maladies respiratoires. Sur l'ensemble de ces sujets-là, que fait le ministre de la Santé actuellement ? On est sur des données sur lesquelles on échappe complètement au décours d'une épidémie qui est importante, qui a été majeure au printemps et qui actuellement est sur des taux
qui sont 10 fois inférieurs dans leur taux de progression. Donc, et une fois de plus, l'exponentielle dont on parlait tout à l'heure va dans tous les sens, sauf dans le sens d'une exponentielle. Donc ces points-là, il est important d'en faire le bilan complet avant de justifier une mesure qui est une mesure d'effondrement sociétal. Mais le confinement, comme vous l'évoquiez, a fait l'objet de 2 études, italiennes et espagnoles. Et dans ces études, il n'est pas prouvé que le confinement a empêché les contaminations des gens qui sont restés chez eux. Ça a même été le contraire. Voire le contraire, puisqu'on absolument. a renforcé dans l'étude espagnole et que l'on sait maintenant que c'est renforcement pour la partie la plus difficile qui n'a pas été contrôlée dans aucun pays d'Europe, qu'il est confiné comme la France, l'Italie, l'Espagne, ou qu'il n'est pas confiné dans la Suède, ça a été à chaque fois la même cible, celle des patients en maison de retraite et donc des concentrations de personnes qui étaient les plus fragiles parce qu'arrivant au bout de leur capacité immunitaire face à un nouveau virus. Donc ceux-là n'ont jamais pu être réellement protégés quasiment dans aucun pays, sauf le Japon. Et donc on voit que sur la prise de décision qui a été celle du Japon, celle de Taïwan, celle de Singapour et celle de la Corée du Sud, à ce moment-là, on a eu une efficacité puisque leurs taux actuels sont 10 à 20 fois inférieurs à ceux des pays européens. Professeur ? Oui, j'allais dire, le virus se propage parce que les individus se déplacent et se rassemblent. Et vivent, en fait. Et vivent. Voilà, dans des agglomérations à forte densité. Donc effectivement, si on veut arrêter radicalement, moi je suis convaincu qu'un confinement avec un arrêt des déplacements et un arrêt des rassemblements permet l'arrêt des contaminations. Oui, à ce moment-là, il faut confiner à distance. C'est-à-dire qu'il faut mettre chacune des personnes confinées à 100 mètres l'une de l'autre et les laisser pendant 15 jours dans cet état. Alors, bien sûr. Est-ce que c'est faisable ? Je dirais, mais le but, c'est de ne pas arriver à cette situation. C'est ça le but. On ne veut pas, personne ici ne souhaite le confinement, même partiel. Mais effectivement, à Marseille et ailleurs dans d'autres régions, on observe une augmentation, malheureusement, du nombre de contaminations. Malgré les mesures qui ont été mises en place, je pense que le statu quo est délétère. Il fallait prendre des décisions. Maintenant, est-ce que la fermeture élective des bars et des restaurants était la bonne solution ? Je ne peux pas me prononcer. On aurait pu passer par une étape intermédiaire qui, à mon avis, est plus utile. C'était la sanction et la fermeture des bars qui ne respectent pas les mesures qui étaient jusque-là en cours et peut-être décaler cette décision d'une semaine. Bon, on fait une petite pause. On revient dans un instant parce que vos avis sont très importants, messieurs les médecins. On entendra aussi le professeur Parola, bras droit du professeur Raoult, qui lui dit qu'il n'y a pas de hausse des contaminations et des hospitalisations à Marseille. À tout de suite. On l'entend. On se retrouve en direct dans Punchline. On évoque cette révolte des Marseillais après les mesures annoncées hier par le ministre de la Santé, fermeture des bars et des restaurants à partir de samedi. À Paris, la situation est un peu différente. Seuls les bars seront amenés à fermer. A priori, les restaurants peuvent rester ouverts. On en parle avec le professeur Jean-François Toussaint, professeur de physiologie à Paris-Descartes, le professeur Bruno Megarban, chef du service de réanimation à la Riboisière, Karim Zerebi à Minel-Katmi. On va écouter le professeur Parola, qui est le bras droit de Didier Raoult à Marseille, qui lui dit qu'il n'y a pas dans les chiffres, dans ce qu'ils constatent eux tous les jours sur le terrain, d'augmentation des cas. Écoutez-le, c'était ce matin chez Pascal Praud. Nous, ce que nous constatons ici à Marseille, c'est d'une part une diminution du nombre de pourcentage de tests positifs. C'est une tendance depuis quelques jours, même si le virus circule, bien entendu. Une diminution du nombre d'hospitalisations. Vous savez qu'à l'IHU, nous avons 75 lits dédiés à la gestion du Covid, avec 15 sortants, entrées, sorties par jour. Et ça fait quelques jours que le matin, en arrivant, quand je fais la relève avec le médecin senior qui était de garde, il nous reste 4-5 lits de vide, c'est-à-dire que les urgences ne nous ont pas demandé d'hospitaliser des patients. Je sais aussi qu'il y a dans le dispositif de l'organisation des réanimations à Marseille un nombre constant de patients, il n'est pas en augmentation, et il y a encore une quarantaine de lits disponibles, et je parle des lits armés pour le Covid en réanimation. À côté de ça, l'activité à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille on continue à soigner les gens. Donc, très honnêtement, je ne sais pas quelles sont les sources des autorités sanitaires du pays pour prendre leurs décisions. Nous, localement, nous sommes en lien avec les autorités locales. Nous transmettons nos données au ministère. Je ne sais pas ce qu'ils en font. Moi, je vous parle de la réalité. Mais je suis affligé par ce décalage entre la réalité que nous vivons et les décisions qui sont prises. Et je n'ai pas d'explication. Est-ce que c'est un problème de travail? Est-ce que c'est un problème d'isolement du ministre ou de son cabinet? Est-ce que c'est un problème de compétence? Est-ce que c'est un problème de nerfs pour gérer une crise? Je n'en sais rien.
Ça pose problème quand même, ce que dit le professeur, Non, le docteur Parola. Ça pose problème, mais ça pose le diminution doigt des tests, diminution du nombre des hospitalisations à Marseille. Précisément là où est le souci, c'est-à-dire l'interprétation des chiffres, tant et si bien que les chiffres soient transmis dans les bonnes conditions. Je vous rappelle que ce week-end, on a eu 376 décès supplémentaires en France qui ont ensuite été dispersés de façon ahurissante. La première parce que les 123 patients décédés dans un seul hôpital de l'Essonne étaient en fait décédés sur l'ensemble des 3 mois de l'été. La seconde parce que l'erreur qui était affichée par Santé publique France a été corrigée après les journaux de 20 heures. Dans la nuit. Non, c'est terrible. Et donc, on a des éléments sur lesquels, de la même façon, la Guadeloupe, hier, dont on a dit que l'expansion était... Alors qu'elle connaît la même augmentation lente que l'on peut avoir dans d'autres... Les chiffres des 16 décès ont été comptabilisés sur la seule journée d'hier, c'est-à-dire la journée où l'on annonce le reconfinement, identique à ce qui se passe à Marseille, à Pointe-à-Pitre et sur l'ensemble du territoire de guadeloupéen. Est-ce que cela nous dit précisément que l'on est en capacité de tenir une comptabilité honnête, jour après jour, de la dynamique de cette épidémie? Votre C'est cela que réponse, pose le professeur votre Parola. réponse, c'est non. La réponse est non. Aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir une comptabilité honnête En des tout chiffres cas, de on ne Covid le en fait France. pas. Et du coup, l'interprétation laisse aller toute forme de possibilités sur lesquelles ensuite on peut justifier ou pas des décisions qui confinent pour certaines à l'arbitraire. Le politique est mal conseillé, le ministre de la Santé est mal conseillé. Nous sommes dans des situations dans lesquelles les conseils et les conseillers qui ont été réunis à partir du mois de mars dans un comité politico-sanitaire n'ont pas discuté de la science, mais ont été à la tentative de justifier un certain nombre de décisions qui n'ont pas permis ensuite de revenir à un débat serein. Nous appelons à ce que ce débat retrouve sa sérénité sur des valeurs et des discussions fondées sur la réalité. Est-ce possible? Moi, c'est la question que je me pose ce soir. Et Je est-ce que, l'espère. encore une fois, la Encore. population Je l'espère peut encore mais ce que l'on admettre entend, les décisions qu'on va lui Ce que imposer? l'on entend des réactions des autorités marseillaises, des commerçants marseillais, des restaurateurs marseillais, c'est que cette colère-là, qui vient progressivement autour de cet arbitraire, n'est plus que le lit de ce qui pourrait se passer ensuite, c'est-à-dire des extrémismes et des populismes que nous refusons. Un tout petit mot et après on va Oui, à tout à fait. Marseille, Alors, rejoindre Samia je dis- Ghali qui nous attend. Je dirais, le taux de circulation du virus est élevé. Le nombre de nouveaux cas de contamination est haut. Alors certes, peut-être il augmente de façon moins importante, mais il y a 2 points pour lesquels il faut être extrêmement vigilant. Le premier, c'est qu'effectivement, on a l'impression que les contaminations désormais se font de façon beaucoup plus importante parmi les personnes plus âgées et à risque que parmi les jeunes. Donc il y a un petit déplacement et l'augmentation des contaminations parmi les personnes à risque de faire des formes graves s'accroît. Mais elle était déjà présente au mois d'août. Mais ça On la croît. voyait déjà. Et deuxième point, nous sommes déjà dans une situation de pré-saturation des lits de réanimation. Or, il y a un délai de 15 jours qu'il faut bien comprendre entre la contamination décision, voilà, et l'expression grave de la maladie. Donc, je ne peux pas comprendre comment des autorités sanitaires ne peuvent pas prendre des mesures de prudence face à une telle situation, l'augmentation des infections se faisant de façon exponentielle à partir d'un certain taux de contamination des personnes à risque. Non, plus actuellement. On n'est plus dans l'exponentiel. Et si ça avait été le cas, justement, on alors veut à l'éviter. 13 000, on devrait être à 1300 malades en l'éviter. réanimation. On devrait déjà, les 15 jours, ils sont déjà passés depuis fin août, depuis début septembre. On devrait être à ces effets sur lesquels 1300 nouveaux cas devraient rentrer en réanimation chaque jour. Alors, Or, moi, ce je On n'y n'est est pas. le Bon, cas. Moi, je alors, n'ai pas le cas. on va juste rejoindre ça. Merci beaucoup Samia Ghali Merci. d'avoir pris du temps pour nous répondre en direct. Professeur Toussaint, sur les arguments du professeur de Olivier Véran, pardon, qui n'est pas professeur, qui est docteur. Déjà, la crédibilité du ministre de la Santé après la position blanche puis noire ou noire puis blanche sur les masques est difficile à suivre. Alors, masque qui ne servait à rien dans un Il premier était temps. inutile et Voilà. puis qui deviennent obligatoires. On va voir ensuite, si on a le temps d'en discuter, l'efficacité de cette mesure en santé publique et en population en milieu ouvert, puisqu'on est passé de 1300 cas positifs chaque jour à 13 000 cas positifs chaque jour depuis qu'on a Le obligé le masque. Voilà. Donc, sur le Donc, plan non épidémiologique, seulement ce ça sera- ne sert à rien si je c'est le suis. multiplié par 10, Mais on donc on n'a multiplie par 10. aucun moyen de démontrer maintenant cette efficacité sur la population française. Le deuxième point, c'est que lorsqu'on est sur des situations comme celle-là, il faut regarder quelle est
l'ensemble de la succession d'événements sur les cas les plus importants. Le ministre lui-même avait annoncé 29 000 lits il y a 4 semaines de réanimation potentielle en France. Il a été probablement très optimiste. On est actuellement aux alentours de 12 000, probablement, comme possibilité. Et on voit qu'on est descendu à 400, on est remonté à 990 actuellement, donc autour de 1000, et que cette réaugmentation de 4, 5, 6% selon les valeurs, hospitalisées, réanimation, nous montre à un état de 90% de cette occupation maximale. Alors ça pose tout le problème de la distribution, donc de la priorisation des soins en fonction de ceux qui y viendraient, mais ce n'est pas actuellement l'état en France. Si nous sommes en guerre, qui est encore un contexte dans lequel nous nous étions situés au partir du mois de mars, alors à ce moment-là, l'utilisation de l'ensemble de ces lits doit être confiée à l'ensemble des acteurs présents. Et c'est eux qui doivent en faire la priorisation, comme Bruno Megarban est capable de le faire dans sa réanimation à la Rivoisière. Donc le masque à l'extérieur ne sert à rien. Le masque, je rappelle que l'OMS avait dit dans sa dernière note sur celui-là qu'il n'y avait pas d'argument pour l'utiliser en extérieur. Il est très important en milieu confiné, il est très important en hiver, dans les phases pandémiques les plus importantes. Le Japon, là encore, et la Corée l'utilisent très régulièrement, on en voit ses effets, mais sur un milieu extérieur, en public, dans les rues ouvertes, en plein été, à la fin d'une phase épidémique comme celle que nous avons connue au printemps, on n'avait aucune démonstration. Et l'OMS demandait à ce moment-là de faire les études pour pouvoir justement juger de l'efficacité et de l'acceptation sociétale. Donc j'imagine que les études ont été faites en France, et si elles ont été faites, ce qui est peu probable, alors à ce moment-là, on arrive à une entrée à 1300 et une sortie à 13 000. Je me demande comment on va pouvoir épidémiologiquement démontrer l'efficacité et l'acceptation de cette mesure. Un mot des tests. Engorgement total des labos aujourd'hui, parce que voilà, tout le monde se précipite au laboratoire. Est-ce qu'il y a une solution ? La priorisation, est-ce qu'elle fonctionne ou pas encore ? Alors la priorisation est un objectif important pour pouvoir, on le disait tout à l'heure, se centrer sur les malades qui sont ceux qui vont être les contagieux, qui sont ceux qui peuvent se déstabiliser très rapidement et ensuite aller en réanimation. Et ce sont eux qui, contagieux, vont avoir les cas contacts les plus importants. Et donc, dans ce domaine-là, il faut avoir la capacité par l'un des éléments des tests, qui pour l'instant n'est pas donné, celui du nombre de cycles d'amplification, c'est-à-dire globalement celui d'un indice de la charge virale, sous quelle charge nous sommes agressés à un moment donné, est-ce qu'elle est importante ou peu, et lorsqu'on est à 35, 40, voire 42 cycles d'amplification pour la PCR, tel que c'est pratiqué parfois dans certains laboratoires, et bien à ce moment-là, on est quasiment plus contagieux. À nouveau, un grand nombre d'études ont pu être montrées qui en amènent cet effet-là. Donc tous ces éléments-là doivent être réunis de façon à pouvoir prouver l'intérêt et ensuite recibler les tests. Sinon, on va être noyé sous les tests positifs avec des sujets asymptomatiques et c'est l'immense difficulté à laquelle on s'est trouvé confronté début septembre. Professeur, sur la question des masques évoquée par votre confrère. Tout à fait. Donc effectivement, on va dire les mesures de prévention ont été introduites de façon graduée, justement pour qu'elles soient comprises par la population et acceptées. Donc effectivement, il n'était pas question de mettre les masques systématiquement dans la rue et ailleurs, alors que le virus circulait à un niveau très bas. Par contre, lorsque il y a eu un début d'augmentation de la circulation du virus, les mesures ont été introduites. Effectivement, je suis d'accord, là où le masque est surtout utile, de façon importante, c'est dans les lieux clos, lorsqu'il y a peu d'aération, lorsqu'il y a des rassemblements. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. À l'inverse, dans les lieux ouverts, probablement seuls dans quelques rues où il y a une densité importante de la population, ça peut avoir son intérêt. Alors je dirais, c'est vrai, là je suis d'accord avec Jean-François. Et là, il faut avoir 15 minutes d'entretien. On observe une augmentation des contaminations, alors qu'effectivement, le masque a été rendu obligatoire. Alors premièrement, à mon avis, probablement, l'application de ces mesures n'est pas effective par plus de 85% de la population. Deuxièmement, surtout, si ces mesures n'avaient pas été prises, eh bien, on aurait assisté exactement à la même croissance épidémique que ce que l'on a vu en mars. Donc ça ne sert à rien. Pour moi, non, pas du tout. Pas du tout. Là, je conteste totalement cette interprétation. Je sais bien. Alors, on va dire, ce qui a modifié le profil épidémiologique actuellement, c'est-à-dire une hausse relativement lente et contenue de la dissémination du virus, c'est justement l'intervention par les autorités sanitaires qui ont imposé les masques, notamment en lieu clos. Si ça n'avait pas été fait, nous aurions eu la même croissance exponentielle qu'en mars-avril. Je ne suis pas du tout convaincu que, premièrement,
la virulence du virus ait changé en quoi que ce soit. Et deuxièmement, la susceptibilité des individus qui n'avaient pas été encore contaminés ait été moindre. Alors, deuxième point, oui, mais sur le premier, non. On voit très bien que cette augmentation massive, et qui, elle, a été exponentielle au début, elle ne l'est plus d'ailleurs, on est à peu près à 10 000, 11 000, 9 000, 13 000, enfin bref. Grâce à la prévention par les masques. Pas du tout. On est là sur un effet qui est la saturation du système de diagnostic. C'est tout. On n'arrive pas à en faire plus parce qu'on est aux capacités maximales. Et par contre, on va avoir un effet sur lequel l'augmentation aurait dû être suivi de cet effet de dangerosité, ce qui n'a pas été le cas. À nouveau, on a été encombré de sujets asymptomatiques, de porteurs sains et de patients guéris. Une fois de plus, on a confiné et on continue à confiner des gens qui sont les meilleurs d'entre nous et l'ensemble de la population aussi, pour des raisons qui ne s'appliquent pas et qui ne se justifient pas s'ils ont été capables de se défendre contre ce virus. C'est justement l'un des très rares cas où on voit que l'on condamne ceux qui ont été en capacité de défense. C'est quand même exceptionnel. La contamination actuellement est de l'ordre de 10 000 par jour. Par jour à peu près. Voilà. Elle aurait été très probablement de l'ordre de 50 000 en mars-avril. Elle n'a pas été mesurée. On est sur des modélisations qui ne permettent pas. Parce qu'on peut le calculer très précisément en fonction du taux d'immunité de 5% de la population à l'issue du pic épidémique. Et celui-là devient très important. Et c'est ça qui va clore le débat, parce que qu'est-ce qu'il faut imaginer ? Il faut imaginer la fin de cette épidémie. Comment on se retrouve dans 3 mois, 6 mois, 2 ans, personne ne sait à quel moment ça se finira. Mais on se retrouve avec un niveau qui est celui de l'immunisation de l'ensemble de la société française. Qui reste bas, malgré tout ça. Comment ça se passe, l'immunisation ? Il suffit de regarder ce qui se passe en Suède, puisqu'ils l'ont réalisé. On est sur des valeurs sur lesquelles on pensait que c'était 70%, comme d'habitude pour les vaccins. Or, ils arrivent à des taux de 20 à 25%, et l'épidémie se termine en Suède actuellement. Donc on ne sait pas si c'est cette valeur de 20 ou 25%, mais on a 2 aspects qui sont celles de l'immunisation collective parce que le virus circule, et vaut mieux l'attraper en été quand on est en bonne capacité de résistance qu'en plein hiver avec de multiples agressions virales. Donc ça, c'était un des premiers points sur lesquels ça a été empêché cet été, et surtout en l'absence de vaccin. Parce que si on a un vaccin qui arrive la semaine prochaine, très bien, on va pouvoir s'en sortir de façon, encore faut-il qu'il soit efficace et qu'il soit bien toléré. Mais si c'est dans 1 an et demi ou dans 2 ans, à ce moment-là, on va se retrouver avec une immunisation naturelle, spontanée, à laquelle aucun pays d'Europe ne pourra échapper. Un dernier mot, comment retrouver le cap ? Honnêtement, là, les Français sont complètement perdus. Il y a des mesures annoncées par le gouvernement qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'acceptent pas, les médecins qui ne sont pas d'accord, vous l'avez prouvé avec un débat très serein et respectueux. Comment retrouver le cap ? Comment, encore une fois, apporter une réponse crédible et sereine à nos compatriotes ? Je pense qu'il faut retirer les éléments les plus difficilement compréhensibles de ces décisions. Il faut surtout revenir à l'équilibre serein de l'exposition des faits, de la réalité. Là encore, les multiples hypothèses qui étaient celles du départ, vérifier qu'elles n'ont pas été suivies ou au contraire suivies de ces prospectives qui étaient faites, et donc qu'elles finissent par donner un sens. Le sens, c'est celui d'une adaptation d'une espèce à une autre, celle d'une espèce virale et d'une espèce humaine qui répond avec tous ces facteurs immunitaires, culturels, ces réponses sociétales, etc. Sur l'ensemble de ces points, il faut tirer parti de la totalité des réponses qui ont été apportées dans le monde, des pays asiatiques, des pays européens, des pays qui ont confiné, des pays qui n'ont pas confiné, et voir de quelle façon on s'en sort. L'OMS, une fois de plus, a rappelé que la Suède, qu'elle avait pourtant désigné au printemps comme un mauvais élève, était peut-être l'un de ceux qui avait apporté une compréhension et une pédagogie à sa population qui lui permettait d'accepter dans ce dialogue complet entre les autorités et les citoyennes et les citoyens une capacité de réaction qui est celle que l'on constate avec le succès actuel suédois. Un dernier mot. Oui, un dernier mot. 10 secondes. Le Covid-19 peut donner des formes graves, on peut en mourir. Oui. Le message important à faire passer, nous avons le moyen de prévention absolue. C'est la distanciation sociale, le port du masque en lieu clos et dans les rassemblements, le lavage des mains aux solutions hydroalcooliques. Ce sont des solutions très faciles à mettre en application. Il faut que tout le monde se responsabilise, les applique. Et c'est la seule façon d'éviter d'être contaminé par le coronavirus. C'est la seule façon d'attendre le temps que le vaccin arrive et casse définitivement l'épidémie. Merci à tous les deux pour ce débat médical passionnant.